Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Nouvelle frappe israélienne dans Tulle qui a tué une personne près de Tyr. Ces attaques interviennent alors que l'émissaire français Jean-Yves Le Drian est à Beyrouth pour relancer les efforts diplomatiques. En effet, Paris réaffirme que le soutien à l'armée libanaise reste une priorité alors que la communauté internationale se dit plus attentive à la stabilité du pays. Un drone israélien a visé une moto circulant sur la route reliant Ain Ebal à Bézourieh dans le district de Tyr. Selon le ministère libanais de la Santé publique, l'attaque a coûté la vie à Wassim Jbaï. Cette frappe s'ajoute à une série d'opérations israéliennes dans différentes régions au Liban Sud et dans la Mecca et intervient au moment où l'émissaire français Jean-Yves Le Drian, chargé de superviser avec Washington l'application du cessez-le-feu, est de retour à Beyrouth pour entamer une nouvelle mission de médiation. Lors de son entretien avec le chef de l'État, le président Joseph Aoun, Le Drian a insisté sur l'importance d'un soutien continu à l'armée libanaise. Il a confirmé que les préparatifs pour une conférence internationale de soutien se poursuivent et qu'ils constituent, selon ses termes, une priorité absolue. Le Drian a ensuite rencontré le président du Parlement, Nabih Berri, et le Premier ministre, Nawaf Salam. Les discussions ont porté sur les perspectives de réforme et sur la nécessité de préserver les institutions libanaises dans un contexte de crise persistante. En toile de fond, l'organisation de deux grandes conférences, l'une pour soutenir l'armée, l'autre pour la reconstruction du pays. Aucune date n'a encore été fixée, mais Paris affirme vouloir maintenir la pression pour mobiliser la communauté internationale. Le soutien aux forces armées reste crucial pour éviter un effondrement sécuritaire alors que le Liban traverse une crise économique et politique sans précédent. La mission de Le Drian est jugée essentielle pour tenter de redonner confiance à la population et à la communauté internationale. Le Conseil des ministres s'est réuni au palais présidentiel de Baabda avec un ordre du jour particulièrement chargé. Il a notamment nommé l'autorité de régulation de l'électricité présidée par Marwan Jamal, ainsi que les 5 membres de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications présidée par Jenny Jmayel. Le dossier du Conseil supérieur des douanes a été reporté à la demande du Premier ministre, malgré la tentative du ministre des Finances de faire approuver les nominations. Et parmi les priorités discutées, la note explicative du budget 2026 marquant le début du cycle budgétaire. Les ministres ont examiné aussi des propositions pour développer l'Internet par satellite, la gestion de décharges de JDAED et un projet de loi renforçant la protection des consommateurs. Une séance dense mêlant nomination, réforme budgétaire et dossiers sectoriels. Au Qatar, des funérailles nationales à Doha pour les victimes des frappes israéliennes inédites sur la capitale. Parmi les morts, un membre des forces de sécurité intérieure qatari. Ces cérémonies se déroulent alors que la tension diplomatique est à son comble entre Doha et Tel Aviv. Le Qatar a même menacé de reconsidérer son rôle de médiateur après la frappe israélienne inédite sur son territoire. Le Qatar rend hommage aux victimes des frappes israéliennes de mardi. La grande mosquée Cheikh Mohammed Ben Abdel Wahhab a accueilli la prière funéraire. Parmi les morts, le caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaydi, membre des forces de sécurité intérieure, les Khouya, salué par les autorités comme un martyr en service. Les victimes ont été inhumées au cimetière de Moussi Amir, dans la banlieue de Doha. Mardi, Israël a mené une frappe sans précédent contre un complexe abritant des responsables du Hamas à Doha. Le mouvement islamiste a affirmé que ses dirigeants, dont Khalil Al-Hayya et Khalid Mesh'al, avaient survécu mais a annoncé la mort de 6 autres personnes, dont le fils de Khalil Al-Hayya, le chef de son bureau, 3 gardes du corps et un policier qatari. Le Premier ministre qatari a dénoncé une attaque flagrante, affirmant sur CNN que Benjamin Netanyahou avait tué tout espoir de parvenir à un accord sur les otages. Il a ajouté que son pays réévaluait désormais son rôle de médiateur dans les négociations de cessez-le-feu.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, doit se réunir en urgence à New York pour examiner cette frappe inédite sur le territoire qatari, pays allié des États-Unis et médiateur clé dans la guerre de Gaza. Au Soudan, cette fois, dévasté par la guerre, plus de 75% des enfants et des adolescents en âge d'aller à l'école ne sont aujourd'hui pas scolarisés. Selon l'ONG Save the Children, cela représente 13 millions de mineurs privés d'éducation, l'une des pires crises scolaires au monde. Au Soudan, la guerre a fait voler en éclats les rêves d'une génération entière. Selon une nouvelle étude de Save the Children, 13 millions d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés, sur un total de 17 millions. Parmi eux, 7 millions étaient inscrits mais ont perdu l'accès à l'éducation à cause des combats ou de leurs déplacements. Les 6 autres n'ont jamais été enregistrés à l'école. Depuis avril 2023, le pays est déchiré entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Les infrastructures scolaires, déjà fragiles, sont en grande partie détruites. Si le conflit se poursuit, ces enfants seront exposés à des risques immédiats, recrutement forcé dans des groupes armés, mariage précoce, violences sexuelles, alerte Mohamed Abdel Adif, directeur de Save the Children au Soudan. L'ONU a documenté des mariages forcés de jeunes filles dès 12 ans. Un peu moins de la moitié des établissements scolaires ont rouvert ces derniers mois, permettant à 4 millions d'élèves de reprendre leur scolarité, surtout dans les zones centrales où l'armée a repris le contrôle. Depuis novembre dernier, environ 2 millions de personnes ont pu rentrer chez elles. Mais l'ONU estime que le Soudan reste confronté à l'une des pires crises humanitaires mondiales, avec près de 10 millions de déplacés internes et 4 millions de réfugiés à l'étranger. 2 années scolaires perdues pour une génération déjà sacrifiée par la pauvreté et l'instabilité. Pour ces enfants, retourner à l'école est bien plus qu'un droit, une condition de survie. Aux États-Unis, l'émotion est immense après l'assassinat de Charlie Kirk, figure du Trumpisme et patron du mouvement de jeunesse Pont USA. Le militant conservateur de 31 ans a été tué d'une balle dans le cou lors d'un meeting dans le Utah. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver son tueur alors que Donald Trump dénonce un assassinat politique et met en cause la gauche radicale. La scène s'est déroulée en plein jour, devant plus de 3000 personnes. Lors d'un rassemblement à l'Utah Valley University, un tir venu du toit d'un bâtiment voisin a mortellement atteint Charlie Kirk dans ce qui ressemble à un assassinat ciblé. Touché au cou, l'influenceur s'est effondré sous les yeux d'un public en panique. Les images de l'attaque ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Donald Trump a rendu hommage à son allié, saluant un martyr de la vérité et de la liberté. Le président accuse directement la gauche radicale d'alimenter une rhétorique de haine qui aurait mené à ce drame. Il a ordonné la mise en berne des drapeaux américains. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, parle sans détour d'un assassinat politique. À gauche, Kamala Harris, Joe Biden ou encore Barack Obama condamnent eux aussi une violence politique inacceptable. Un suspect a été brièvement interpellé puis relâché. Notre enquête se poursuit, a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel. Alors que la chasse à l'homme continue pour identifier le tireur, aperçu, vêtu de noir. Fondateur de Turning Point USA, Charlie Kirk avait bâti en une décennie le plus grand mouvement de jeunes conservateurs américains. Avec près de 7 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube, il s'était imposé comme un porte-voix essentiel du Trumpisme. À un an de la présidentielle, la mort de Charlie Kirk secoue le pays et ravive le spectre d'une violence politique grandissante. Une enquête tentera désormais de déterminer qui a tiré et pourquoi. Deuxième journée d'action en France dans le cadre du mouvement Bloquons tout. À Paris, des étudiants ont brièvement bloqué Sciences Po avant l'intervention de la police. D'autres tentatives de blocage ont eu lieu en région, mais de manière beaucoup plus limitée qu'hier, où 200 000 personnes s'étaient mobilisées. 6h30 devant Sciences Po Paris.
une soixantaine d'étudiants s'installent pour bloquer l'entrée principale. Leur action durera un peu plus d'1 heure avant l'intervention des forces de l'ordre venues lever le barrage. Selon le préfet de police Laurent Nunez, Sciences Po n'était pas le seul établissement visé. L'université Paris-Cité a également vu ses accès bloqués. En région, les actions ont été plus dispersées. En Loire-Atlantique, une tentative de blocage d'un site de Lactalis a été abandonnée après les discussions avec les gendarmes. En Isère, une cinquantaine de personnes ont tenté plusieurs barrages. 3 interpellations ont eu lieu pour entrave à la circulation. À Saint-Étienne, la police a dû évacuer une cinquantaine de manifestants qui voulaient prendre la parole sur les ondes de la radio ICI, ex-France Bleu. Quelques instants plus tôt, ils avaient été empêchés d'accéder aux locaux de France 3 Loire. L'université Lyon 2 a annoncé rester fermée pour des raisons de sécurité. À Aix-en-Provence, enfin, une opération de traquage et de filtrage a brièvement ralenti l'accès à l'autoroute A8 sans le bloquer. Hier, la mobilisation avait été beaucoup plus massive. Près de 200 000 participants et 850 actions recensées, dont 596 rassemblements et 253 blocages. Les forces de l'ordre ont procédé à 675 interpellations, dont 280 à Paris. Le préfet de police se félicite d'un bilan maîtrisé, avec peu de dégradations et 34 blessés légers parmi les forces de l'ordre. Mais le mouvement, né sur les réseaux sociaux, reste imprévisible et pourrait se prolonger dans les prochains jours. Et enfin, un voyage unique dans le temps. À Jérusalem, un orgue du XIe siècle apporté en Terre Sainte par les croisés a résonné pour la première fois depuis près de 1000 ans. Redécouvert au début du XXe siècle près de la basilique de la Nativité à Bethléem, il livre aujourd'hui ses sonorités mystérieuses et sacrées. C'est un son venu tout droit du Moyen-Âge. Pour la première fois, un orgue du XIe siècle enterré par les croisés près de Bethléem a retenti à nouveau à Jérusalem. Après 5 années de recherche, le musicologue David Catalunya a pu redonner vie à l'instrument. Selon lui, il ne s'agit pas d'une reconstitution, mais bien du son original, le même que les croisés entendaient dans la basilique de la Nativité. Découvert en 1906, lors des travaux, 222 tuyaux et un carillon de cloche avaient été ensevelis avec soin. Transporté depuis la France au XIIe siècle, cet orgue avait alors accompagné les croisés dans leur quête religieuse. Pour les chercheurs, c'est une trouvaille exceptionnelle, un instrument presque contemporain de l'invention de l'orgue en Europe, bien antérieur aux monuments sonores du XVe siècle que l'on connaît aujourd'hui. Un autre expert, Alvaro Torrente, parle d'une fenêtre ouverte sur le passé, comparable à la découverte d'un dinosaure vivant. Non pas une hypothèse ou un fossile, mais l'objet et le son réel. Conservé pour l'instant au couvent Saint-Sauveur, l'orgue des croisés doit être exposé dans un musée franciscain. Ces notes énigmatiques, à la fois fragiles et puissantes, incarnent un lien vivant entre l'histoire, la foi et la musique. Très impressionnant. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.